Quel est le sens du voyage? Que dit-il de nos rapports au monde? Qu'est-il en mesure d'apporter à nos vies déjà bien remplies? Peut-il être une voie d'émancipation pour celles et ceux qui l'engagent? Peut-il redéfinir les manières de se rencontrer et de faire société? Quelles peuvent être ses existences dans le monde complexe d'aujourd'hui et celui que l'on désire pour demain? Bonjour et bienvenue dans le podcast De Vive Voix. Je suis Anthony, la personne qui se pose toutes ces questions. Pour y répondre, je t'invite à sortir des sentiers battus du tourisme de masse. Partons ensemble à la rencontre de celles et ceux qui pensent et expérimentent le voyage différemment, afin de comprendre quel sens ils donnent à leur mise en mouvement. Accroche-toi bien à ton siège, à ta selle ou à tes bâtons. L'aventure sonore que nous allons vivre ne va pas te laisser indemne. Après tout, il n'y a pas de véritable voyage sans profonde transformation de soi et du monde. De juillet à octobre 2023, Zoé a traversé les Alpes à pied de la Slovénie à Monaco en autonomie. Sur sa route, elle est allée à la rencontre de femmes qui ont choisi la montagne comme terrain de vie et comme terreau de leur activité professionnelle. Des pionnières dans un milieu historiquement investi et accaparé par le masculin, à qui elle donne la parole dans le cadre de son film documentaire. On revient dans cet épisode sur cet incroyable périple de 4 mois, en dévoilant les reliefs escarpés, la majestuosité des paysages qui le composent, et en rendant compte des liens tissés au fil du chemin avec la diversité des êtres vivants qui habitent ces territoires. Zoé me conte le récit de cette aventure au féminin, évoquant les joies extrêmes comme les doutes profonds, et comment, chemin faisant, celle-ci lui apprend à s'abandonner à vivre. Une quête de sens existentiel entre force et vulnérabilité qui l'invite à faire confiance en l'inconnu et à s'engager pour et dans un monde qui lui ressemble, à revers de la société capitaliste et patriarcale. Bonjour Zoé, merci de m'accueillir chez toi à Grenoble, dans cette ville entourée des montagnes et où il y a plein d'adeptes de randonnée, comme toi. Comment tu te sens aujourd'hui? Écoute, je me sens très bien. Zoé, tu fais partie de ces personnes-là qui ont la montagne dans leur cœur et qui l'ont éprouvée dans leur corps. En 2023, tu as réalisé une traversée incroyable, celle des Alpes d'est en ouest, de la Slovénie à Monaco. 4 mois de marche, 2150 km, 135 000 mètres de dénivelé positif, 8 pays, des chiffres impressionnants pour un défi sportif qui paraît immense. Alors on peut dire que la montagne, tu la connais bien. Tu étais animé par une envie, un projet, celui d'aller au cours de ton chemin à la rencontre de celles que tu appelles les pionnières, les femmes professionnelles de la montagne, qu'elles soient alpinistes, guides de haute montagne, bergères, gardiennes de refuge, avec un objectif, leur donner la parole et en faire un documentaire. Avant de rentrer dans les détails de cette incroyable aventure, de parcourir ces sentiers, je voulais revenir avec toi sur le chemin initial, celui qui t'a mené au pied du Triglav. D'où vient ce goût pour la montagne? Est-ce que ça vient de ton enfance? Disons que je suis née de parents barouteurs et sportifs. J'ai commencé plutôt très tôt à marcher dans la montagne. Après, mon frère et ma sœur sont arrivés, donc il y avait moins de place pour les gambades. Mes parents m'ont beaucoup transmis de ce point de vue-là, mais ensuite j'ai poursuivi mon apprentissage seule en allant au lycée sport nature de Die. Le but, c'était de devenir autonome dans les sports de pleine nature, comme la spéléologie, le ski de randonnée, l'escalade. Donc forcément, j'ai appris aussi à m'orienter dans les montagnes. Et puis, c'est à cette période aussi que j'ai fait mes premières randonnées avec des amis, en autonomie, avec la tente. J'avais pas pris, moi, l'initiative de faire les itinéraires, mais heureusement que des amies un peu plus confiantes l'avaient fait. Donc au début, je suis partie plus en groupe, et puis j'ai fait ma première rando seule, plutôt tardivement.
quand j'habitais alors à Venise et que j'avais déjà la passion des sommets, mais jamais seule. Et les sensations que j'avais éprouvées là-haut au bivouac Perugini, où j'étais montée avec un vélo acheté 30 € sur subito.it, c'est-à-dire l'équivalent du Bon Coin. Après 2 trains très matinaux et une nuit passée après plus de 2000 de dénivelé en une journée, c'était un peu un défi sportif, mais c'est surtout les sensations que j'ai connues là-haut qui m'ont fait dire que j'aimais beaucoup aussi être seule en montagne et ça me connectait à une partie très humble de l'humain, au contact des éléments et à la petitesse d'être là-haut et de pouvoir ensuite en redescendre très rapidement pour aller revivre dans la société. C'est des parenthèses que j'aime ouvrir et qui me font du bien de savoir qu'il y a la montagne à côté et que je peux m'y replonger pour retrouver l'essence et l'essentiel après le tumulte de la ville. Donc la montagne, voilà, ça m'apporte un peu ça. Et j'avais jamais marché plus de 5 jours seule. J'avais fait 5 jours dans Beldon, à un moment où je me posais pas mal de questions aussi dans ma vie personnelle. Mais alors là, 4 mois, j'avais pas vu venir la chose et 120 jours seule dans les montagnes, j'avais moins confiance au début de l'aventure, mais beaucoup plus à la fin et juste c'était inconcevable initialement, mais ça s'est fait finalement. Et justement, tu dis que tu as fait ta première vraie randonnée en bivouac quand tu étais à Venise, en Italie. Et à la suite de ce lycée sport nature, justement, tu t'es pas tourné directement vers les sports nature. Tu as plutôt fait des études dans le spectacle vivant, dans le théâtre. Pourquoi avoir fait ce choix? Qu'est-ce qui te motivait à ce moment-là? Alors, les études, dans le spectacle vivant sont venues plutôt en master, mais initialement, ben, j'ai poursuivi le cursus auquel on m'avait «poussée» entre guillemets. Bon, c'est un choix de ma part aussi, mais bonne élève, première de la classe, même si discrète, c'était assez évident, en fait, de laisser les portes ouvertes le maximum. C'est comme ça que je le pensais, en tout cas, à l'époque. Donc je suis allée en prépa littéraire où j'ai préparé le concours de l'École normale supérieure, que je n'ai pas eu heureusement, parce que j'aurais pas aimé être prof ni faire de la recherche. Mais je le savais pas encore à ce moment-là, à quel point je marchais sur les pieds de mon envie de grands espaces. Et le retour à la montagne, je pense qu'il vient aussi de ces choix que j'ai faits par défaut pour m'ouvrir toujours le maximum de portes. Même si j'ai toujours aimé ce que j'ai fait et que j'ai toujours eu une curiosité insatiable pour tout ce que j'ai appris et que je pourrais encore probablement faire des études, aussi de biologie, et surtout de botanique. Ça m'intéresserait beaucoup. Eh bien, en fait, j'ai 2 passions très paradoxales, enfin, du moins, qu'on dirait opposées, c'est-à-dire les salles noires et le spectacle et raconter des histoires, faire émouvoir un public. Cette, idée d'être, tous ensemble pour recevoir, des émotions, des idées, reconstruire le monde ou bien, documenter une partie de l'histoire. Enfin, entre le théâtre documentaire et la fiction, il y a énormément de possibilités. Mais ça, c'est une de mes passions et que je ne sais pas encore comment combiner avec, mon envie de grands espaces et mon besoin de montagne. Mais en tout cas, ce qui m'a menée au spectacle vivant, c'était cet attrait pour les salles noires où tout pouvait se passer et où j'avais l'impression qu'on pouvait, vivre, collectivement une aventure fantastique le temps du lever de rideau et du fermer de rideau et de transmettre des idées et de faire vivre des textes, de la poésie, de la magie en un claquement de doigts avec, des décors et des acteurs, une scénographie, des lumières. La créativité, me porte beaucoup aussi dans la vie. Et donc, à la suite de tes études, c'est ça qui t'a mené à la Villa Médicis à Rome, puis ensuite à la Biennale de Venise. Ça fait le lien justement quand on parlait de Venise et ta première rando. On y vient justement et de cet attrait pour la montagne et pour les hauteurs. Et pour décrire un peu justement cette ambivalence que tu décris, je voulais lire un extrait d'un de tes articles que tu as écrit suite à ton périple dans les Alpes et qui pour moi décrit bien ce moment-là, ces prises de conscience, cet entre-deux en fait, avant cette grande décision d'aller faire ce périple. Je me revois à la Villa Médicis accueillir Quentin Tarantino et Oliver Stone dans une tenue bricolée de vêtements empruntés.
le pantalon de Louise, les chaussures de Sarah, une chemise blanche achetée dans la précipitation, style androgyne. L'indéfinition plaît aux artistes. J'étais entré dans un rôle de représentation de l'institution, en fondant ma peau dans le décor, comme un caméléon. Je n'en ai pas souffert. J'ai éprouvé beaucoup de plaisir à découvrir un autre monde que le mien. Un temps, j'ai pensé appartenir au milieu dans lequel je m'étais immiscé. La recherche artistique me plaisait. Je mettais mon énergie au service du déploiement de projets culturels français à rayonnement international. J'y trouvais du sens, je nourrissais ma curiosité insatiable. Mais je n'avais pas les habits de l'emploi. Mon travail était apprécié et j'appréciais travailler. Mais mon apparence, pourquoi fallait-elle qu'elle corresponde à ce qu'on attend de moi ? Moi, j'aime vivre de 3 fois rien et je ne comprends pas l'intérêt du paraître. Je veux être moi-même. Alors, quand j'ai mis mon imperméable alors que tout le monde avait un parapluie, on m'a demandé où j'allais. À la montagne, bien sûr. Je me rendais sur le Pincio comme on irait au Gran Sasso. Au fond, je caressais le rêve qu'un 3000 apparaît sur le belvédère, au milieu des coupes de champagne. Je m'y serais éclipsé discrètement pour analyser les hautes sphères depuis les hautes lumières. Oui, à l'époque, j'aurais beaucoup aimé que la colline du Pincio, donc une des collines de Rome, se transforme en Gran Sasso, qui est un des massifs culminants des Apennins dans les Abruzzes. Toujours pour cette idée de parenthèse de montagne dont j'avais absolument besoin et dont j'ai encore besoin. À Rome, dans mon travail, j'ai adoré travailler, j'ai adoré être en émulation totale avec les artistes, avec les mécènes parce que c'était mon travail, avec mes collègues. C'était une expérience extrêmement enrichissante et où j'ai appris énormément, tout en perdant certains aspects de moi-même, c'est-à-dire la Zoé sauvage, la Zoé qui va se perdre dans les bois et va dormir à la belle étoile sous une toile de parapente. Parce que, au fond, il y a aussi des attentes de représentation de la villa et des codes vestimentaires et aussi un certain standing que déjà je ne respectais pas très bien, mais alors en plus, oui, des codes qui sont pas forcément les miens. Et donc tu avais exploré ce côté-là à Rome et à Venise, et tu avais besoin d'explorer l'autre côté, comme tu dis, la Zoé sauvage. Et pour ça, par la suite, ben, tu es revenu en France, tu as ramassé un peu des châtaignes, et à ce moment-là, tu t'es dit, ok, c'est peut-être le moment pour partir, marcher, et pour explorer ce côté-là. Et donc, tu t'es lancé dans ce grand périple. Pourquoi tu as eu l'envie de traverser les Alpes en entier sur 4 mois? Pourquoi avoir eu envie de partir aussi longtemps et de faire cette grande traversée qui paraissait, en tout cas sportivement aussi, très intense? Comment c'est venu en fait cette idée? Déjà, il y a une première chose, c'est que à l'époque, je ne supportais pas la solitude. C'est-à-dire que c'était très pesant pour moi, c'était oppressant, ça me rendait très triste d'être seule parce que je pense que j'ai beaucoup vécu la marginalité, mais de manière subie. Enfin, j'en avais pas encore fait une force dans mes opinions, dans mon positionnement par rapport aux autres. Et donc, cette solitude, j'avais envie de la transformer et d'être à l'aise avec elle. Donc, me confronter à 120 jours de marche, seule, pour moi, c'était une manière aussi d'être seule, mais en même temps, entourée par, les animaux, entourée par, la nature, entourée par, les montagnes, mais aussi par, toutes les femmes que j'allais rencontrer sur, le chemin. Et ces femmes, là, j'avais envie, en plus, de leur donner, la parole, de leur donner de la visibilité, de montrer en quoi leur chemin aussi était pas tout à fait, tracé de base. Parce que quand on sait qu'il y a 2 des guides de haute montagne seulement qui sont des femmes, je me dis que là aussi elles ont un long chemin à faire et donc ma Via Alpina, c'était comme un chemin nouveau pour moi, comme, a été le chemin de toutes ces femmes pionnières dans leur profession et donc donner cette parole, aux femmes permettait aussi d'échanger sur, ce que la montagne peut nous apporter, sur,
ces choix, qui ont été le leur de s'éloigner de la modernité, de se rapprocher de la nature, du vivant, de travailler pourquoi pas avec des bêtes, de travailler avec les éléments qui bougent avec le réchauffement climatique, de voir ces glaciers qui fondent, savoir comment les guides de haute montagne adaptent leur travail en fonction de ces éléments. Des courses, par exemple, sont plus possibles de faire à l'heure actuelle, alors qu'il y a des années, elles se faisaient encore. Ou bien quand on sait aussi que le hameau de la Bérarde a été complètement inondé, alors que c'était le départ de courses d'alpinisme très importantes. Et en fait, comment on réinvente la montagne aujourd'hui? Donc il y avait beaucoup de sujets qui m'intéressaient moi personnellement et qui, je pense, sont des questions sociétales qui me donnaient envie de traverser ces Alpes à pied pour rester cohérente aussi par rapport aux valeurs écologiques que je portais. Du coup, début juillet 2023, ça y est, tu te lances et tu pars en bus pour la Slovénie, plus précisément le nord-ouest de la Slovénie, donc dans le parc national du Triglav, qui est le plus haut sommet de Slovénie. Et tu te retrouves à Bohinjska Bistrica, un petit village pas très loin du lac Bohinj, dans cette partie-là, au pied du mont Triglav, au début de ce parc national-là. Donc tu démarres ton périple à pied. Et je voulais te demander comment se passent les premiers jours finalement. Comment se passe ce début de périple? Il faut imaginer que j'arrive à Ljubljana dans un premier temps, après 18 heures de bus, donc pas très fraîche forcément. Je ne sais pas pourquoi je suis attirée par les hauteurs, je monte au château de Ljubljana et ça me donne un point de vue magnifique sur, le soleil qui se lève parce qu'il est encore 5 heures du matin et je commence ensuite à arpenter les rues, à me dire que peut-être que je visiterai un musée, puis finalement je me dis: «Mais depuis le début, je suis attirée par les hauteurs, je fais que de regarder les montagnes alors que je suis dans la capitale slovène. Il serait peut-être temps de mettre le cap sur les montagnes, c'est pour ça que je suis venue». Donc au lieu de visiter, la ville, j'ai pris 2 trains. Un premier train pour aller à Bled parce que j'étais curieuse de voir le lac et le premier bivouac a été particulier parce que c'était aussi la première fois que je dormais aussi proche de la civilisation. J'ai dormi au-dessus du lac parce que j'avais envie de déjà d'être immergée dans l'aventure, donc pas forcément d'être en camping, ni à l'hôtel, ni proche des foules parce que c'est quand même un endroit touristique. Mais alors, j'étais dans ma tente, la fermeture éclair fermée et j'entendais des bruits, j'entendais les feuilles qui bougeaient, j'entendais les pas, j'avais peur. En fait, c'était juste un chat, mais pour dire que mon premier bivouac représentait plutôt bien les peurs que je pouvais avoir, des peurs complètement, fictives, enfin du moins, imaginaires et des peurs que je n'aurais plus du tout, ne serait-ce qu'une semaine après et dès lors que je passe les montagnes, je me sens chez moi et je me sens tout de suite, j'en connais les codes parce que je connais beaucoup la montagne, les Alpes françaises. Mais être dans le Triglav ou être dans les Alpes françaises, pour moi, c'est le même émerveillement, la même envie, la même, gratitude, le même empressement. C'est pour ça que les montagnes, je me sens bien et que le bivouac, tout d'un coup, ça allait beaucoup mieux. Je commence à marcher, mon sac à dos relève davantage d'un menhir que d'un sac à dos à l'époque. Il faut dire que ma grand-mère m'a gâtée, elle m'a fait la surprise, de venir me voir, avant mon bus à Grenoble pour m'apporter, de la crème anglaise dans un bocal, en verre, ainsi que des petits gâteaux et 4 culottes supplémentaires. Mais ce n'est pas du tout à cause d'elle que j'étais chargée comme un âne, pas du tout. C'est parce que je pense que j'avais pas encore fait le travail d'allègement matériel, auquel pourtant je suis initiée depuis des années, mais là non, il fallait que j'aie ma maison sur le dos. Donc j'avais mes tongs, hein, aussi bien sûr. Donc le début du voyage, c'est lourd. C'est pentu, le Triglav c'est minéral, c'est abrupt. C'est très beau, des étendues de lys martagon, des eaux turquoises, des forêts à perte de vue, des petits lacs partout. Je commence par le lac Noir, que j'atteins, à force de petits câbles et de pentes abruptes, mais finalement, c'est pour ça que je suis là et je suis toujours plus heureuse de monter toujours plus haut. C'est aussi dans le Triglav que je fais ma première interview d'une gardienne de refuge, slovène, qui avant était infirmière. Donc elle m'explique, pourquoi elle en est arrivée là et pour quelles raisons
et elle me confie qu'elle avait pensé ne jamais tenir plus que 5 jours et finalement ça fait des années qu'elle exerce ce métier. Comme quoi la montagne, ça nous gagne. Et pour finir, pour sortir du parc du Triglav, je vis ma première épreuve du voyage. C'est-à-dire que de manière complètement inconsciente, je regarde la carte et je me dis que ce sentier là, petit, en pointillé, dans la falaise, bah, ça peut passer. Première erreur de débutante, c'est-à-dire que toujours regarder le dénivelé en fonction de la longueur, parcourue. J'ai descendu une falaise de 250 mètres de dénivelé en 240 mètres de longueur. Autant dire que c'était abrupt. Ça fait 3 fois que je dis abrupt, je pense que le Triglav est très abrupt. Mais en dehors de cet humour, de basse qualité, je me suis vraiment fait très peur. C'est-à-dire que quand j'ai été en bas, je me suis dit: «Plus jamais ça». Le sentier commençait bien, ça descendait tranquillement, des petits gravillons, mais rien qui puisse, m'alerter. Puis j'ai commencé à voir quelques câbles, quelques pics plantés dans la roche. Je me suis dit que ça m'aiderait franchement, dans cette descente bien raide. Je préfère avoir des petits pics et des petits câbles pour pouvoir descendre, cette falaise. Puis finalement, ça s'est vraiment corsé, les pics et les petits câbles, ils étaient de moins en moins là. Et puis surtout, c'était très abrupt. Chaque prise, il fallait que j'époussette un petit peu le rocher parce qu'en fait, il y avait eu un éboulement qui avait, recouvert, tout le sentier entre guillemets de petites roches, friables, glissantes. Donc, chaque prise sur lesquelles je mettais mon pied ou ma main, je balayais un peu. Et puis surtout, c'était de l'instant présent, mais 100. J'avais la nausée, j'étais pas bien. J'ai éteint mon portable pour, ne pas être dérangée par d'éventuels messages, qui m'auraient impactée émotionnellement. J'étais à regarder pied après pied, main après main, à descendre sans regarder le bas. Je faisais des pauses pour, m'assurer que j'avais tous mes besoins physiologiques comblés tellement j'étais concentrée, dans ma tâche. Donc, je vérifiais que j'avais pas soif, je vérifiais que j'avais pas faim, je vérifiais que j'avais pas froid. Parce que c'était plus du tout instinctif de faire ces vérifications et de sentir mon corps parce que je l'avais complètement éteint. Et je suis arrivée, sur une petite vire. Il me manquait 10 mètres de dénivelé et là, face à moi, je vois un grand névé. On était au mois de juillet, donc les névés, ils peuvent être encore très présents en montagne. Pentu, que je pourrais pas descendre, sans piolet ni crampons, que je pourrais pas descendre, à pied tout court ni en toboggan. Alors, j'ai pris ma respiration, je me suis allongée sur le chemin parce que là, c'était pas tellement physiquement que j'étais épuisée, mais plus émotionnellement. Et là, il y a un gars qui est monté, sorti de nulle part parce que le sentier évidemment, personne ne l'empruntait depuis, des lustres. D'ailleurs, j'avais vu personne, en haut et je voyais personne en bas sauf cet homme qui montait, que je salue en slovène, dober dan, et qui me répond en slovène. Et puis, il me demande si tout va bien, en anglais cette fois. Je lui dis que pas trop, je lui demande surtout par où il est monté, parce que je j'arrive pas à voir, le sentier de descente à part le névé. Il m'explique, par là, là où la pierre est un peu rouge, un peu effritée, mais ça passe bien et continue sa route. Moi, je reste allongée sur le chemin, je reprends mes esprits et puis finalement, il réapparaît, il m'a dit: «Non mais en fait, tu as besoin d'aide» et il a pris mon sac, il a descendu mon sac, j'ai descendu à sa suite et là, c'était comme revivre. J'ai entendu de nouveau le chant des oiseaux, j'ai jamais autant apprécié la terre ferme et donc je l'ai remercié. En fait, il était français, il s'appelait Marc. Sa compagne était en train de se baigner, une cascade en dessous un peu plus loin. Elle s'appelait Laura, elle est italienne. Donc j'ai rejoint Laura, Marc a continué son ascension, il nous a rejoints, ils m'ont invité pour une polenta après, une petite baignade dans le lac et finalement j'ai dormi dans leur camion et eux à l'hôtel et ces 2 personnes donc m'ont rejoint ensuite, dans le parc de la Vanoise pour partager, un petit bout de chemin avec moi et c'est des rencontres comme ça qui sont inoubliable et surtout c'est comme un ange gardien, ce Marc sorti de nulle part dans un endroit extrêmement perdu, où j'étais moi-même très perdue et plutôt en mauvais état. Donc est-ce que le fait d'avoir descendu cette falaise, ça signait, la fin du Triglav ou est-ce que tu y étais encore à ce moment-là? Le Triglav, il a fini quand, je suis arrivée à la ville par les routes et que je me suis dit que j'étais décidément sortie des espaces naturels. Le Triglav aussi, il a signé comme un avertissement de dire: «Attention, tu n'es pas, Superwoman, tu ne peux pas descendre des falaises, en tapis volant».
et il faut quand même, se raccrocher à une réalité qui est la dure réalité des montagnes, de ses reliefs, de sa météo, de ce que ça engendre. C'est-à-dire, une grande écoute de soi-même, une excellente capacité à lire, les cartes, une excellente capacité, physique à s'adapter, au terrain et une bonne gestion des besoins physiologiques qui finalement, sont les seuls qui restent, quand on est en montagne. Ne pas avoir soif, ne pas avoir faim, ne pas avoir sommeil et je crois que ici réside le luxe et l'essentiel parmi les sommets. Après 4 jours de marche, tu arrives au Dreilanderk, le point de rencontre de 3 pays et de 3 cultures. La Slovénie de culture slave, l'Autriche de culture germanique et l'Italie de culture latine. Et assez vite, tu fais face au déchaînement des éléments. La canicule, la grêle, les tempêtes, les pluies torrentielles. Comment tu vis cette nouvelle épreuve alors que tu venais d'en vivre une déjà, un premier avertissement? Comment tu vis ce nouveau chapitre? Je vis l'adversité des éléments, météorologiques en étant ancrée dans l'instant présent, c'est-à-dire, voir pas après pas, comment évoluer selon les conditions. C'est vrai que j'ai eu des températures quand même, extraordinaires, 43°, ça fondait mon parmesan. C'était pratique pour les repas du soir, il y avait plus besoin de le râper. Mais, par contre les orages, c'était un enchaînement de foudre et de tonnerre et de pluie et de vent, quand même extraordinaire. J'ai vécu beaucoup d'orages, en montagne, mais alors violents comme, ceux-ci, parce qu'il y en a eu trois très mémorables, pendant ce début de traversée. De la pluie en continu, du vent qui part dans toutes les directions, qui empêche de marcher, qui couche sur le sentier, qui arrache ma tente, je finis ma nuit, dans mon duvet trempée avec ma Gore-Tex, en espérant que ma caméra reprenne vie parce que j'avais pas pris le soin de la mettre dans un sac étanche avant de m'endormir. Mais, oui, les éléments, surtout le vent au final parce que l'orage avec pluie, ça va. L'orage avec pluie et vent, l'eau rentre comme dans un moulin dans une tente, à partir du moment où les 2 parois se touchent. Donc ça, c'était particulièrement difficile à vivre. D'ailleurs, j'ai changé de tente aussi pour une tente plus haubanée qui résiste mieux au vent. Donc, une entrée en matière, plutôt, musclée. Après avoir marché sur le fil de la frontière, austro-italienne, j'atteins les Dolomites qui sont, impressionnantes, somptueuses. Une jungle minérale dans laquelle je marche, vraiment toute petite et comme dans un musée à ciel ouvert. Les roches sont immenses, les sommets sont encore comme saupoudrés de sucre glace parce qu'il a neigé, il fait déjà froid alors qu'on est quand même, fin juillet. Les formes des rochers sont complètement impromptues, complètement incongrues surtout. J'y vois des personnages, des animaux, des objets partout. C'est vertigineux, très haut. L'étophane c'est immense. Faut renverser la tête, bien, bien, bien en arrière pour voir le sommet. Encore, on ne peut pas le percevoir s'il y a ne serait-ce que quelques petits nuages. C'est vraiment une belle surprise. Je suis dans une partie où c'est pas touristique, donc il y a personne et ça me donne un sentiment d'immensité, très fort. Dans l'article, tu indiques que les pierres commencent même à t'émouvoir. Quel est le rapport que tu entretiens à ce moment-là avec ce monde minéral que tu as commencé à vivre avec depuis quelques semaines peut-être? Ce qui ressort de tout ce gris en premier lieu, c'est l'hostilité parce que c'est gris partout. Il y a quelques petites taches d'herbe, mais il y a pas de lac. C'est pas karstique comme, le Triglav ou il y a pas de forêt, c'est vraiment le rocher qui prédomine. Donc tout d'abord l'hostilité, mais en second lieu, c'est quand même, une impression de majestuosité, de quelque chose qui nous dépasse et qui, finalement, devient presque enveloppant, presque accueillant, de voir toutes ces cimes pointer vers le haut et ça fait comme un écrin. Pas de chaleur parce qu'il faisait très froid, mais un écrin de pierre dans lequel il est bon, faire, un petit bivouac le soir ou de marcher, toute la journée. Au final, là, quand tu termines les Dolomites, ça fait 25 jours que tu marches, donc quasiment un mois, ce qui est déjà énorme quand on pense à la durée de marche que c'est et à l'effort physique que ça comprend, à la fatigue que ça peut amener aussi. Quelles sont au final les réalités de l'autonomie en montagne et quelles sont un peu les habitudes que tu as prises? Comment ça se passe au quotidien?
L'autonomie, c'est un gage de liberté et ma plus grande joie au quotidien, c'est de trouver un bel endroit pour dormir et quand je trouve un bel endroit pour dormir, je le sais vite parce que j'ai presque pas envie de manger. J'ai surtout envie de courir, voir, tout autour, avec mon appareil photo, aller voir les lumières, aller voir le crépuscule, les animaux s'il y en a, observer les fleurs, ça, c'est la joie d'un beau bivouac. Les habitudes, du bivouac et donc de l'autonomie, parce que j'associe les 2. Je les ai depuis longtemps parce que ça fait longtemps que je les pratique. Donc c'est des petits «rituels» entre guillemets, c'est, gonfler son matelas, monter sa tente, sortir le duvet, faire à manger, sa soupe, la chaleur de la soupe, puis le repas consistant et de savourer l'instant et d'être, aussi dans le rythme de la nature, c'est-à-dire se coucher, en même temps que le soleil. J'ai jamais utilisé ma frontale quasiment de toute la traversée. Se réveiller avec les premières lueurs de l'aube. C'est aussi, trouver ses points de ravitaillement. Ça, c'est parfois plus compliqué en montagne, surtout quand l'hiver approche, du moins l'automne sur la fin de ma traversée, où les magasins de montagne, sont fermés, les petites épiceries de montagne sont fermées, les commerces de manière générale sont fermés. C'est aussi trouver de l'eau, mais j'ai une gourde filtrante qui me permet de prendre de l'eau, dans les ruisseaux, dans les torrents, dans les lacs, sans tomber malade. Ça filtre les bactéries, pas les virus, mais au moins, j'ai quand même à peu près la certitude de pas tomber malade en buvant de l'eau. C'est aussi apprendre à s'abandonner à vivre, comme le dit Sylvain Tesson, c'est-à-dire, de faire confiance à ce qui adviendra, au prochain torrent pour, remplir sa bouteille, au prochain commerce pour, trouver à manger, au prochain lac pour s'émerveiller, à la prochaine rencontre, d'humains ou d'animaux ou de fleurs, c'est voilà, se confier au chemin et ça, c'est aussi un apprentissage de lâcher prise et de confiance en l'avenir. 29 juillet 2023, jour 25. Réveil 6 heures. La brume d'hier a disparu, découvrant un nouveau plan de montagne au loin. La vue depuis la tente est magique. Ni une ni deux, il est encore temps de voir surgir le soleil de derrière les crêtes. J'enfile mes chaussures et pars sur les hauteurs. Les émotions sont là. Tellement de beauté et de chaleur à la fois. Le soleil baigne les anémones de rosée et les herbes rayonnent. Cette lumière adoucit chaque angle, chaque pointe, chaque arête et restitue avec minutie les détails de chaque fleur. Elle n'a pas le même effet sur le lointain que sur les éléments à portée de main. Le lac d'Antermoya, légèrement plus haut, est une grande étendue turquoise sur fond gris et me donne une impression de grand froid. Derrière lui, une large vallée de gravier et d'anciens bras de rivière. La fonte des glaces a laissé des paysages lunaires et désertiques derrière elle. Cette crique de pierre est immense et il me faut la traverser pour atteindre le pas d'Antermoya. La montée se fait dans un terrain instable. Le rocher est très abrasif, ce qui a l'avantage de me laisser poser des appuis sans crainte de glisser. Un bout de semelle s'est d'ores et déjà détaché de ma chaussure. Je trouve que ça fait tôt pour des godasses qui n'ont pas 6 mois. La trace que je suis devient de plus en plus évanescente. Les points rouges qui me guidaient jusqu'à présent ont disparu. Je regarde la carte. J'ai été tellement plongée dans mes pensées que je ne suis plus du tout sur le sentier. Je marche probablement sur une sente animale qui mène à la Croda dei Zirmei, de 1897 mètres d'altitude. Tandis que je fais demi-tour, je me reproche mon manque de rigueur et d'attention. C'est bien beau de marcher, mais autant aller dans la bonne direction. Voyager comme je le fais demande de la précision. Je ne peux pas me permettre de me laisser porter par mes pas. Il faut savoir où je vais, en combien de temps je peux y arriver, quand mettre le kawaii ou planter la tente, combien de jours ravitailler, connaître mon propre corps, mes besoins. C'est tout sauf de l'à peu près, et moi, je suis dans mes pensées. Concentration et on reprend. Me voilà de nouveau sur un sentier balisé. Note à moi-même, relire Sur la piste animale du philosophe Baptiste Morisot. Je crois, au fond, que je suis en pleine métamorphose. Mon corps ne connaît plus l'effort et j'emprunte les sentes animales comme si de rien n'était. Enfin arrivé au pas d'Antermoya, la joie élargit ma cage thoracique. Je suis à 2767 mètres et la vue est spectaculaire. Des montagnes et encore des montagnes. Toutes plus vertigineuses et grises les unes que les autres, baignées dans les brumes des hautes altitudes. Il y a du vent. Après cet instant d'exaltation, il faut songer à redescendre. Chemin raide, donc efficace, j'arrive au Passo Principe,
après avoir discuté avec 4 jeunes qui descendaient aussi. J'ai beau minimiser l'envergure de mon projet, la distance se crée immédiatement quand je dis d'où je viens et où je vais. C'est récurrent et ça coupe court à toute autre conversation. Frustrant quand on aimerait créer du lien. Je note mon besoin de plus en plus fort de m'identifier. J'aime croiser des personnes au gros sac à dos, avec la gueule bronzée des vagabonds, chapeau d'Indiana Jones sur la tête et sous-vêtements en cours de séchage accrochés à leur barda. Mais ça n'arrive pas. Au lieu de cela, je fais l'expérience constante de la marge. Cela ne me déplaît pas forcément, mais ne fait que renforcer mon sentiment de solitude. Les regards sont interrogatifs, amusés ou jugeants. Les quelques sourires que je récolte sur le chemin me font du bien. Je me demande alors si je n'aurais pas besoin de reconnaissance, ce qui est à l'opposé de ma volonté de faire les choses pour moi-même. Au fond, rien de nouveau sous le soleil depuis le IVe siècle avant Jésus-Christ. L'homme est un animal, certes, mais surtout un animal social et politique. Merci Aristote de venir clore mon raisonnement et éclairer mes paradoxes. Donc ça, c'était un extrait de ton carnet de bord. Et tu m'avais expliqué justement que chaque jour, tu t'es efforcé à écrire dans ce carnet de bord, à écrire tes ressentis, à écrire les réalités de ton aventure. Pourquoi c'était important pour toi d'écrire chaque jour de ces 4 mois d'aventure dans ce carnet de bord? Et quel était le lien, le rapport que tu as entretenu avec ce carnet? Qu'est-ce qui t'a apporté au final? Écrire tous les jours, c'était à la fois un plaisir et à la fois un exercice. C'est-à-dire qu'après avoir marché toute la journée, d'avoir rencontré plus ou moins de difficultés, plus ou moins de sensations aussi belles que plus ternes, prendre le temps d'écrire, c'est-à-dire de revenir sur ses impressions, c'est aussi un défi, parce que parfois on a juste tout simplement envie de dormir. Mais ça me permettait de prendre sur le vif les sensations que j'avais éprouvées dans la journée. C'est-à-dire que même pendant la journée, en marchant, non seulement la marche, ça me donne le rythme pour penser, ça fait émerger beaucoup de phrases, beaucoup de pensées plus ou moins profondes, hein. Ça peut être très superficiel, tout comme ça peut être des raisonnements plus intenses, plus émotionnellement prenants aussi, sur des questionnements personnels, sur la vie, sur la société. Mais la marche, en tout cas, elle me connecte aussi tellement à l'instant présent que je me force aussi à noter toutes les sensations, le chaud, le froid, les gouttes de rosée sur le mollet le matin, l'odeur des rhododendrons qui pour moi resteront à jamais l'odeur de la montagne, les rhododendrons en fleurs qui ont ce parfum si particulier que on me le ferait sentir n'importe où, je me sentirais en montagne. Donc c'est voilà, c'est très sensoriel finalement comme voyage et je sais que le souvenir des sens est beaucoup plus évanescent qu'on pense. Donc j'avais à cœur de fixer tout ça sur papier pour, non seulement m'en rappeler mais aussi, partager finalement. Et cette matière, fera partie aussi de mon film. Et sur ce carnet de bord, justement, tu écris toutes les sensations que tu as vécues. Tu parles justement des sens que tu avais en éveil. Peut-être que justement le fait de marcher tous les jours pendant autant de temps, ça te permet d'être beaucoup plus alerte aux sens. Le fait de vivre aussi tout ce que tu as vécu, toutes ces péripéties, fait que, ben oui, de toute manière, tu vis l'instant présent parce que tu n'as pas le choix et en même temps, ben, ça éveille tout ça en toi. Ça m'amène à te poser la question, pour revenir aussi un peu à ce que tu disais quand tu faisais les rencontres et les frustrations que ça pouvait amener. Comment tu as vécu la solitude de ce chemin? Parce que tu pas croisé grand monde, sur ces premières semaines et ouais, comment tu ressentais un peu tout ça, vis-à-vis de tes sens et comment peut-être ça t'a amené à cette plongée intérieure dans toi? Tu disais que tu écrivais aussi, pour ça et peut-être que ça t'a permis aussi de te connecter à tout ce qui était autour, à ton environnement? Finalement la solitude, je l'oubliais presque, tellement j'étais dans l'instant présent et que finalement, mon quotidien était peuplé de mille et une espèces, autres qu'humaines. Il y avait autant de fleurs à observer que de rencontres avec des animaux et parfois même des humains. Ouh là! Et c'était toujours l'occasion de discuter avec ces personnes ou pas, juste échanger un sourire aussi parfois. Un sourire très compréhensif, de connivence, parce que je pense que la montagne relie ceux qui la parcourent et ça se sent beaucoup dans les rencontres. Après la solitude, elle me permettait une grande perméabilité avec, l'environnement.
C'est-à-dire que je le sentais physiquement que je n'étais qu'une enveloppe et que tout me traversait, mais de manière, très positive et pour autant j'avais un fort détachement avec ce qui se passait. C'est-à-dire que j'en venais à ne pas être bouleversée ou négativement impactée quand, je rencontrais des difficultés. Donc la solitude, à la fois elle était effrayante au début, parce que je me disais: «Je peux compter que sur moi-même». Et là, si j'ai besoin d'aide, ce sera en moi-même qu'il faudra trouver les solutions et finalement, ça permet de prendre confiance. Cette solitude, elle permet de me renforcer dans la confiance que j'ai, en mes ressources. Donc elle est très constructive finalement, cette solitude. Justement, quand tu parles des rares rencontres que tu fais, bah, il y a juste quelques apparitions furtives, qui semblent appartenir à d'autres mondes, les leurs. Tu écris dans un des articles une phrase qui me plaît beaucoup. Tu dis, «Ces fantômes, je les salue de la main, comme pour ne pas briser le silence qui nous accompagne chacun. Entendre une voix après avoir vu un mirage relèverait de la folie». Ça montre à quel point tu es, plongé, dans le silence et tu vis avec le silence, et bien sûr tous les sons du vivant qui t'entoure. Au final, ces longues journées de marche, elles te permettent quand même de t'enraciner et c'est aussi une quête, d'indépendance. J'ai l'impression que d'une certaine manière, tu délaisses un peu, certaines peaux mortes, abîmées par la pluie, asséchées par le soleil au sol, dans le sens où, c'est celles qui t'ont défini par le passé et ça me fait penser, justement à toutes les projections, que l'on faisait pour toi. Tu dis qu'on te prête même des justifications à ton voyage, que tu veux te prouver quelque chose, alors que peut-être que c'est pas nécessairement, ce que tu viens chercher et tu dis que ce dont tu as besoin, c'est plutôt de prendre du recul sur le modèle sociétal que tu as connu. On a beaucoup attendu de toi et on a vu que tu avais aussi su te conformer à ce qu'on attendait de toi, dans certains milieux. Mais tu sais au fond de toi que ça te correspond pas complètement. Quelles sont les réflexions que tu as justement dans ces longues, phases d'introspection quand tu penses justement à ça? Pendant mon voyage, je me suis surtout rendu compte qu'il y a des attentes, on va dire sociétales, parce qu'il existe une norme, pour employer des gros mots. C'est-à-dire qu'il y a, je sais pas moi, 80 des personnes qui sont en CDI. Il y a, 80 de la population qui est, hétérosexuelle. Il y a 90 de la population qui est sédentaire et donc ces normes, elles sont sociétales, mais elles sont aussi projetées de moi-même à moi-même. C'est-à-dire que c'est aussi des exigences que je me fais de conformité avec, la société pour, y vivre bien, y vivre, en harmonie, être acceptée et finalement, dans ce voyage, je remets aussi en question, ces choix par défaut et je me connecte à mes vrais besoins personnels, même si ça date pas du voyage, mais en tout cas, le voyage, m'affirme que tout est possible. Il élargit le champ des possibles de manière, phénoménale et c'est extraordinaire parce que quand je reviens à Grenoble, j'ai l'impression que tout est possible et c'est après mentalement que des portes se ferment, au contact de la réalité, des réalités économiques, des réalités sociales et des portes se ferment alors que finalement le champ des possibles est infini et je l'ai pourtant expérimenté pendant mon voyage et je souhaitais pendant cette traversée garder ce souvenir et cette impression et cette certitude que tout est possible et que en faisant ce qu'on aime et en persévérant et en faisant les choses avec le cœur et en se sentant, entier dans ses préoccupations, ses attachements et ses priorités, que finalement on vient en aligné avec soi-même et finalement c'est plus ça, déjouer les attentes que j'avais formulées vis-à-vis de moi-même, finalement. Un boulot haut placé, trop peu pour moi. J'y ai goûté et vivre déraciné de la réalité, proche des jeux de pouvoir, ne m'a pas épanoui. Avoir des enfants? Comment l'imaginer dans ce monde qui part à volo quand des dizaines d'autres manières de transmettre existent? Épouser un homme? Comment faire quand on aime les femmes et qu'on se rend compte de la violence de notre système patriarcal? Avoir une maison? Où habiter quand on se sent nulle part et partout chez soi?
et que le mouvement est une nécessité. Mon vœu est double, que personne n'attende rien de moi, empêchant là toute déception. Et attendre beaucoup de moi-même pour concrétiser mes idéaux politiques, écologiques et amoureux. Ce projet, c'est vivre un rêve hors de toutes attentes. Merci à toi d'avoir écouté cet épisode. Ce témoignage est découpé en 2 parties, et crois-moi, tu ne voudras pas louper la deuxième qui arrive très vite. Au programme, entre autres, les Alpes franco-italiennes, l'arrivée de l'automne, des rencontres avec des femmes inspirantes, les peurs projetées face aux réalités de terrain, les discriminations de genre, mais aussi les émancipations. À très vite.